Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Chalon TV pour une nouvelle émission sous les projecteurs de Chalon TV, projecteur un peu chaud, donc une émission thématique. On va parler de ce que certains appellent le fléau du siècle, et c'est à discuter, le cannabis. Donc je reçois Stéphane Raguenaud, qui est syndicaliste, syndicaliste régional de syndicat Alliance de la police, syndicat majoritaire. Et bien sûr, la police, elle est sur le terrain et c'est elle qui procède aux arrestations, au démantèlement des filières, etc. Donc on va voir avec lui où on en est et surtout un petit peu, lui, en tant que policier, qu'est-ce qu'il pense qu'il faut faire pour éradiquer ce trafic, parce que le cannabis est une drogue. Il y a d'autres drogues qui font plus mal, comme l'alcool et le tabac, mais ce sont d'autres débats. Et on parlera bien sûr de la légalisation du cannabis, qui était une proposition de 5 députés, et que la commission parlementaire qui a été amenée à étudier ce problème a préconisé la légalisation. Alors, le cannabis et éventuellement les autres drogues, Stéphane, comment ça se passe? Le combat. Le combat. Le combat, ben, il est quotidien. Je veux dire, il est quotidien. Les policiers, nous, c'est une grande cause nationale. Donc, on nous a demandé, nous, policiers, de combattre le trafic de stupéfiants. Alors, c'est un travail qui est énergivore. Comment dire, en temps, c'est incroyable, quoi. Nos collègues travaillent d'arrache-pied sur ce fléau, hein, qu'est le cannabis. Et après, ben, on a parfois des résultats, et puis parfois, ben, il faut attendre un peu plus longtemps. C'est des enquêtes de longue haleine avec des écoutes téléphoniques, et c'est parfois décevant. Alors, votre ministre s'était enorgueilli d'avoir débarrassé, dissous, cassé 1000 points de vente de cannabis sur les 4000 référencés. Vous en pensez quoi de ça? Bah, disons 1000, mais peut-être 1000 qui sont installés ailleurs ou au même endroit. Voilà, on est en train de vider une baignoire avec un dé à coudre, en quelque sorte. Voilà, c'est que ce soit tous les réseaux, de toute façon, que ce soit le cannabis, les autres drogues, les autres drogues, on est d'accord. Hein. Le crack, c'est un peu à part ou pas? Alors, le crack, c'est un dérivé de la cocaïne. Okay, hein, c'est pas un peu à part. C'est un peu marginal. On retrouve ça beaucoup en région parisienne, on a vu les reportages, dans les grandes métropoles françaises. Mais de toute façon, comme toutes les drogues, au bout d'un moment, elles vont se répandre. Parce que, en fait, c'est la cocaïne du pauvre, 10 euros, les petits cailloux. Et par contre, vous êtes addict dès la première dose et vous êtes, je veux dire, vraiment malade, mais malade physique. Hein. Les conséquences du crack sont effroyables. Sur les conditions physiques de la personne. Et cérébraux. Cérébraux, oui. Voilà. Donc, il y a le cannabis, mais après, bien sûr, il y a la cocaïne, il y a toutes les drogues chimiques, hein, parce que, bon, il y a aussi les médicaments... l'ecstasy, la MDA... voilà, et puis les médicaments qu'on détourne. Oui, tout à fait, aussi. Oui. Alors, donc, sur le terrain, donc, le problème, c'est que c'est un combat que la France mène depuis, je ne dirais pas des siècles, mais des dizaines d'années. Et il se trouve que ce combat de répression, hein, on va sur le terrain, on démantèle, on arrête, et 2 heures après, ben, il y en a les mêmes ou d'autres qui reviennent, etc. etc. Et la consommation de cannabis augmente en France, notamment chez les jeunes. On fume de plus en plus tôt, et le cannabis qui est vendu actuellement dans les banlieues, ou parfois contre-eux, mais dans les banlieues, c'est du cannabis qui est coupé parfois avec du désherbant, etc. Donc, il y a un risque. Alors, vous, on voit bien que ce combat, il va pas très loin, puisqu'on démantèle, puis le lendemain, ben, on retrouve les mêmes ou pas d'autres, et même les policiers se disent, nous, on en a marre, on arrête, puis le lendemain, on les revoit les mêmes qui nous font un petit coucou disant... Ça va, hein? T'es content de toi? Voilà. Alors vous, comment vous voyez ce combat contre le cannabis, et on parlera de la légalisation, et comment vous voyez ce combat contre la drogue en général? On laissera le crack de côté, parce que pour l'instant, c'est marginal encore dans les très grandes villes. Alors, comment vous voyez ça? Alors moi, je veux vous dire, que ce soit pour n'importe quel délit ou crime, à partir du moment où la réponse pénale n'est pas là, forcément, on ne peut pas dire aujourd'hui que la lutte contre les stupéfiants, on a tout fait,
puisqu'on a la législation la plus sévère d'Europe, on est d'accord, mais la moins appliquée. Je m'explique. Peine encourue, donc un fait qui est constaté, peine prononcée par un tribunal et peine exécutée. Voilà, ça, on l'a obtenu grâce au Beauvau de la sécurité, sur la demande d'alliance, pour qu'il y ait un observatoire de la réponse pénale. Et au bout de 6 mois, on verra où c'est qu'on en est. Pour tous les crimes et délits, et en particulier également pour le trafic de stupéfiants, mais également pour l'usage de stupéfiants. Parce que vous savez, fumer par exemple un joint, normalement, si vous lisez le code pénal, c'est 1 an de prison. Qui aujourd'hui, depuis la loi de 1970, a fait 1 jour de prison pour avoir fumé du cannabis? Personne. Donc on nous dit que le tout répressif n'a pas marché, mais on ne l'a jamais essayé. Alors je ne dis pas qu'il faut l'essayer, parce que ce n'est pas aux policiers de juger les lois. Nous, on est là pour les appliquer et constater les infractions. Après, présenter devant une juridiction pénale. Mais ce que l'on dit, nous, c'est, on nous dit que ça ne marche pas, mais on ne l'a jamais appliqué. C'est-à-dire qu'entre le moment où vous arrêtez un dealer, un vendeur, ou un consommateur, et c'est quand même pas le même. C'est pas le même. Hein. Et je crois qu'avec le ministre de l'Intérieur Collomb, il y a eu un amoindrissement des peines puisqu'ils avaient une amende. C'est toujours le cas ou pas? C'est depuis 2020, c'est expérimenté. Maintenant, depuis 2021, donc ça fait 1 an que ça marche, septembre. Alors là, déjà, on peut dire la même chose, le même constat. 41% des amendes, c'est la dernière étude qui a été montrée, sont payées. Voilà. Donc 41%, ça veut dire que 60% des gens qu'on arrête, donc le fumeur de joint, le fumeur, consommateur, ne paye pas sa contravention. Je vous mets au défi de ne pas payer votre contravention pour un excès de vitesse. Vous allez voir, vous allez vite récupérer par... J'ai vu. Vous avez vu. Pour le cannabis, pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose. Donc vous arrêtez les gens, donc est-ce que vous arrêtez les consommateurs ou maintenant, actuellement, où vous faites un PV? C'est la loi, on ne les arrête pas. Maintenant, on fait un PV, pareil qu'un stop, par exemple. Hein, une amende. Sur une tablette, on fait une amende. C'est 150 € si vous payez dans les, je crois, dans les premiers jours, les 3 jours. C'est 200 € après, et passé 45 jours, ça passe à 450 €. Voilà. C'est une amende forfaitaire, comme on trouve pour toute contravention. Alors, bon, on laisse de côté les consommateurs, parce que souvent... Comme pour le crack, c'est des gens qui ont des problèmes d'addiction, donc des problèmes médicaux, hein, qui demanderaient aussi une aide psychologique. On va parler des dealers, parce que c'est eux qui font marcher la boîte, puisque c'est eux qui font les profits. Alors les dealers, est-ce que vous les arrêtez? On en arrête. Ouais. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, généralement, on en arrête. Vous savez, je crois qu'il y a eu... on a fait en 2017, alors j'ai que ce chiffre-là parce qu'on n'a pas fait d'autres, 65 700 dealers ont été présentés devant une juridiction pénale. 9 cas sur 10, c'était des revendeurs de cannabis. Des petits, alors, les petits revendeurs de petits ou grands, à partir du moment où vous êtes mis en garde à vue pour trafic de stupéfiants, vous êtes un petit revendeur ou un gros revendeur, en quelque sorte, ou le caïd un peu du coin, c'est pareil. Dans ce chiffre-là, vous rentrez, je vous dis à peu près 65 700. Voilà. Et après, donc, qu'est-ce qui se passe? Vous les arrêtez? On les arrête, ils sont présentés à un magistrat. Généralement, ils sont incarcérés. Alors, pour ceux qui ont des peines de prison de moins d'1 an, ils ont le bracelet électronique. Et ce qui est marrant, enfin, moi je le dis comme ça, c'est que les mêmes qui ont le bracelet électronique peuvent toujours dealer au bas de leur escalier parce qu'ils ne bipent pas. Bah oui, ils ne bipent pas parce qu'ils sont dans leur zone de bracelet. C'est pour ça que je vous disais, moi, j'entends bien qu'on ait les lois les plus sévères d'Europe, mais il faudrait les appliquer. Alors les juges et les rapports disent que si on mettait tous les dealers en prison, les prisons qui sont déjà pas aux normes, hein, puisque la loi française, c'est un prisonnier, 9 mètres carrés, une cellule. Bon, moi, j'ai visité avec le ministre Dupond-Moretti la maison d'arrêt. Maison d'arrêt, hein, donc parfois, il y a des gens qui attendent leur jugement, ils sont innocents. Ils sont 2, il n'y a aucune cellule individuelle. Oui, c'est vrai, mais ça, c'est un problème. Alors ça dépend pas de la police. C'est sûr, hein, il faut construire des places de prison. Alors, il faut respecter la loi. Alors, certains, c'est un pas idéologique à ne pas franchir pour certains partis politiques. Pour d'autres, il faudra en faire plein. Oui. Il y a certainement un juste milieu avec, comment dire, des cellules, bien sûr, où on peut accueillir les gens en toute dignité. Oui, parce que là, on peut avoir commis des fautes, mais c'est pas pour ça qu'on ne doit pas, comment dire, se soucier de la dignité des gens que l'on met en prison.
moi, c'est essentiel. Si on ne construit pas de prison en France, on est confronté à ce problème-là. Et les magistrats sont confrontés également à ce problème-là, puisque ça dépend de la justice, les prisons. Comment on peut mettre des gens en prison quand il n'y a plus de place? C'est mathématiquement impossible. Impossible. Alors on en met 3 ou 4 dans la même prison, dans la même cellule, ce qui veut dire qu'au niveau de la réinsertion, bonjour, hein, la France, la promiscuité, et aussi l'intégrité, c'est-à-dire que l'intégrité des prisonniers que l'État doit garantir, cette intégrité, elle n'est pas garantie. Il y a des gens qui sont violés, tabassés. Il y a il y a du trafic qui sont commis au sein des prisons. Il y a du trafic, de téléphone, du trafic de cannabis, il y a des caïds. On retrouve la même chose. C'est quand même pas normal, pas normal. Donc là, il y a aussi un autre débat qui concerne pas la police, même si vous êtes intéressé, parce que ces gens-là, c'est vous qui les amenez, hein, c'est vous. Et si vous amenez un dealer et que il est relâché parce qu'il n'y a pas de place dans la prison ou le juge il est débordé, vous le retrouvez sur le terrain. Bien sûr, les juridictions sont obligées de prendre les peines alternatives puisqu'ils ne peuvent pas emprisonner. Voilà. Je vous parle pour les petites peines. Hein. Les gros dealers, ils partent quand même en prison. Hein. Mais ce qu'il y a, c'est que parfois on les retrouve nous en train de revendre alors qu'ils ont un bracelet électronique. Voilà, ça nous laisse un peu interrogatif sur l'action que l'on mène au quotidien sur les trafics de stupéfiants. Alors, si je vous dis, au début, on a fait avec les dealers, donc les banlieues, bon, même s'il y a de la drogue en centre-ville, hein, même s'il y a de la drogue maintenant par Uber, hein, maintenant on commande par la poste, on commande sur Uber, pas Uber, mais voilà, il y a des livraisons sur Internet, on peut commander par la poste, être livré, voilà. Bon, donc au départ on a fait des compromis, hein, et moi je pense qu'après on a fait des compromissions, c'est-à-dire qu'on a laissé se développer ça. Et est-ce que vous partagez cet avis et que peut-être qu'actuellement c'est un peu tard pour arrêter ce fléau qu'est la vente de drogue dans les banlieues et ce marché parallèle? Moi, je pense qu'il faudrait vraiment que l'État, que les gens à la tête de l'État prennent le dossier à bras-le-corps. Arrête de nous balancer, nous, policiers, c'est une priorité nationale. Alors, je vais vous en citer d'autres, hein, le terrorisme, les luttes, les violences intrafamiliales. Qui sont nombreuses. Qui sont nombreuses. Donc, on parlait des effectifs de police, on sait ce qu'il en est, hein, des effectifs de police. On ne peut pas dire à la même personne, il faut faire ça, c'est une priorité, ça, il faut faire une priorité, ça, c'est une priorité. En fin de compte, l'urgence chasse l'urgence. Oui. Et au bout du compte, vous traitez que le dessus. Et quand on traite que le dessus, qu'est-ce qui se passe? Vous savez, si c'est de la moisissure, ça commence, ça augmente. Et c'est sans fin en quelque sorte. Alors, je ne sais pas réellement ce qu'il faudrait faire, mais si vraiment on veut lutter contre le trafic de stupéfiants en France, il faut prendre vraiment des lois qui seront assez sévères, qui seront appliquées, qui donneront, un exemple pour le futur délinquant. Je risque ça. Qu'est-ce qui va m'arriver? Oui, effectivement, que je sois sûr de la peine. Voilà. Et actuellement, on n'est pas sûr de sa peine quand on est petit trafiquant au départ, parce que le consommateur au départ, beaucoup, ça commence comme ça. Ils sont consommateurs et au bout d'un moment, ils deviennent parfois petits dealers pour leur consommation personnelle. Et votre position par rapport aux mineurs qui sont les gardiens qui avertissent, donc qui ont moins de 16 ans, et qui avertissent quand la police arrive, hein, mais même, j'ai vu des reportages à Marseille où il y a des quartiers qui sont clos, hein, il y a des barrières, il faut présenter presque ses papiers, son passeport pour pouvoir rentrer. Quelle est votre position par rapport à ces gamins qui ne peuvent pas aller en prison d'après la loi? D'après la loi, c'est l'ordonnance de 1945 et qui protège les mineurs. Cette loi, elle est essentielle, puisque avant, qu'est-ce qui se passait? Les mineurs, on les mettait en prison. Hein, on en a eu ici dans la région, dans la ville de Citeaux, me semble-t-il, hein, ou à côté, où c'était des maisons assez dures de correction, ce qu'on appelait... de correction, et le mot correction était bien choisi, parce qu'il y avait vraiment des corrections. Ou même des crimes ont été commis à l'intérieur. Puis des viols. Voilà, des crimes. Des crimes, hein, des viols. Des viols qui ont été commis, donc on connaît les dérives. Aujourd'hui, je pense qu'on devrait avoir une évolution, et ça c'est une discussion que devraient avoir nos élus, une évolution sur cette ordonnance de 1945, parce que le gamin de 14 ans d'il y a 50 ans, c'est pas le même d'aujourd'hui. Voilà, on s'en rend compte. Je ne dis pas qu'il faut être, moi je suis pas le tout répressif. Vous n'êtes pas tout prison, vous. Hein, je ne suis pas le tout prison, mais ce qu'il y a, c'est qu'au bout d'un moment,
quand on voit qu'on utilise des gamins de 13-14 ans, eh ben, il faut trouver une parade. Alors la parade, je ne sais pas, c'est peut-être aller voir les parents, c'est peut-être discuter, il y a beaucoup de choses à faire. Hein. La police n'a pas toutes les solutions. Bien sûr. Voilà. Alors, par rapport aux parents, il se trouve que ce trafic généré par la drogue et par d'autres, par la prostitution, quelque part, les parents en profitent. Parce qu'il y a des parents je ne sais pas comment ça se passait chez vous, mais moi, si j'amenais un objet à la maison, mes parents me demandaient, mais où c'est que tu as eu ça? Tu l'as acheté avec quel argent? Oui. Mais maintenant, c'est plus le cas. Il y a des familles. Quand on voit certains gars qu'on arrête assez, qui sont nos clients, quand on regarde, comment dire, parce qu'on demande aux parents leurs revenus, etc. Hein, vous voyez bien que c'est pas possible. Quand on voit des paires de baskets à 200, 350 euros, on se pose la question, on leur pose la question. Comment vous pouvez acheter des baskets? Ah, mais c'est lui qui se les achète. Et comment? Vous pas la question. Ah, mais non, mais on sait pas. Le fils, il est content, il est heureux. Voilà. C'est une question d'éducation, mais ça aussi, la police n'y peut rien. Oui, la police n'y peut rien, mais c'est un problème de société. Et malheureusement, dans ces banlieues, il y a plein de parents qui sont débordés. Et moi, j'ai parlé avec des gens des banlieues chalonnaises, parce qu'on est une web télévision chalonnaise. Bon, je ne vais pas citer les quartiers, mais tout le monde les connaît. Il y a des gens qui déménagent parce que le trafic, il est visible, leurs enfants le voient, et eux, ils disent, on ne dit rien, parce que si on dit, notre voiture, elle est au début un petit peu abîmée, après elle est brûlée, puis après ça peut aller plus loin. Donc il y a une sorte d'omerta à la sicilienne, ce qui fait que ces gens-là, ils ne sont pas trafiquants, mais ils subissent un préjudice psychologique et moral, mais ils ne peuvent rien dire parce qu'ils ont peur, et par une petite bande, parce que c'est, comment dire, quand on dit des fois qu'il y a des zones de non-droit en France, souvent, regardez, parfois nos politiques nous disent non, c'est pas vrai. Mais si, c'est vrai. Si, c'est vrai. Il y a des territoires en France où la police a du mal à rentrer dedans, et parfois chassée, où il y a une autre loi que celle de la République qui s'est instaurée, la loi des caïds, où vous ne pouvez pas rentrer dans tel ou tel lieu, il faudra montrer patte blanche, il y a certains endroits où vous ne pouvez pas passer. Si vous discutez avec des policiers, on peut parler de la police de proximité, on va commencer à attaquer vos enfants, on va commencer peut-être à s'attaquer à votre voiture, c'est le mécanisme. Et au bout du compte, c'est vrai que vous vivez en vase clos où les caïds décident de droit de vie et de mort, entre guillemets, social. Il y a une république indépendante de banlieue. Et vous, la police, par rapport à ça, vous êtes un petit peu dépourvu. On manque d'effectifs. Est-ce que le Beauvau de la sécurité a prévu aussi augmenter le nombre d'effectifs de policiers? La formation va être augmentée, mais est-ce qu'il y a prévu? On n'a pas à se plaindre puisque on avait perdu énormément de policiers. Je pense à peu près en l'espace de 10-12 ans, une soixantaine de policiers à Châlons. Policiers nationaux. Oui, parce que vous étiez une centaine au commissariat, vous êtes 50 maintenant? Non, on était à peu près, quand je suis arrivé ici, moi en 2007, on était à peu près 180. 180 On est descendu en dessous de 100 là. Voilà. Donc, près de la moitié. Septembre 2007 à aujourd'hui. Là, on vient de recevoir, le ministre de l'Intérieur a entendu nos appels, on vient de recevoir 16 policiers nouveaux en plus, ce qui a permis aux nouveaux commissaires de police de pouvoir étoffer un peu ces brigades, recréer du lien entre les brigades parce qu'il y avait de la souffrance au travail, le fait d'être appelé sans arrêt et de ne pas pouvoir prendre par exemple de congés ou pas avoir un cycle horaire adapté pour vivre un peu avec sa famille, ça a redonné du lien et là on est satisfait que nos collègues soient arrivés. Mais c'est vrai qu'avec le manque d'effectifs, on ne peut pas être partout. Bien sûr. Donc quand vous passez, le trafic s'arrête. Puis quand vous êtes... Moi, on m'a cité, après, je ne sais pas si c'est vrai, parce que bon, je n'ai pas vérifié, on m'a cité que parfois que certains dealers faisaient des petits coucous à la police, peut-être pas nationale. Donc, mais qu'est-ce que vous voulez? On va rentrer dans la cage d'escalier, on va créer une émeute. Vous allez prendre quelqu'un avec un peu de cannabis sur lui, on va lui dire c'est un consommateur, parce qu'il y a un dealer n'a pas sa dose, ses doses sur lui. Bien sûr. Donc, et puis après, on va créer du désordre. Vous savez, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a moins de violences urbaines à Chalon-sur-Saône qui fut un temps dans certains quartiers. Mais pourquoi? Parce qu'à l'époque, comme je vous ai dit, il y avait 180 policiers. Et donc, il y avait du travail qui était fait à l'intérieur, on dérangeait, et en réponse, on avait des violences urbaines. De feux de voiture, etc.
vous avez vu que ces dernières années, il n'y a pas eu grand-chose. Il y en a eu 3 au Bépin, là, Voilà. 3 voitures. Ah là, bah oui, ça bougeait un peu. Ça a bougé un peu. Hein. Voilà. Dans le confinement, je pense qu'ils voulaient dire, bah, on est toujours là. Hein, Alors, donc on voit que le problème du cannabis, mais aussi des autres drogues, est un problème difficile. On a entendu un peu la position d'Alliance. Il y a un débat dans la société, et c'est bien qu'il y ait des débats, parce que la France est un pays qui débat beaucoup, mais qui, en fait, ça débouche sur pas grand-chose. Donc il y a 5 députés, toutes couleurs politiques confondues, qui ont déposé un projet de loi. Et je rappellerai, parce que moi ça m'a choqué, que le ministre Darmanin, votre ministre, que je salue, à la télé a dit quand même, on ne va pas vendre cette merde de cocaïne à nos enfants. C'est un projet de loi sur le cannabis. Alors, cannabis, cocaïne, je veux bien que c'est des drogues, mais on n'est quand même pas sur le même truc. Donc le ministre dit, voilà, c'était un projet sur le cannabis. Donc il y a eu 5 députés qui ont déposé un projet de loi. Il y a une commission parlementaire qui s'est prononcée pour la légalisation du cannabis. Cette légalisation existe par exemple au Portugal, en Belgique, au Canada depuis peu de temps. Quelle est votre position personnelle ou syndicale ou policière par rapport à cette légalisation, alors qui sera encadrée, hein. Et voilà, il ne s'agit pas de faire dans le bahut un petit local où les gens pourraient consommer. Il y aurait un encadrement, il y aurait des psychologues, il y aurait, voilà, et ça rapporterait, d'après les études, 1 milliard d'euros à l'État qui devrait être investi pour la prévention. Parce que, alors quelle est votre position par rapport à ça? Alors déjà, une remarque, si le ministre de l'Intérieur a parlé de la cocaïne, c'est qu'on s'est rendu compte ces dernières années que dans nos banlieues, on vendait du cannabis, essentiellement du cannabis, voire même exclusivement du cannabis, et que là, malheureusement, ça change. Le cannabis, la cocaïne arrive, et par les mêmes dealers qui vendent du cannabis. On est en train de démocratiser cette drogue-là pour la rendre accessible aux jeunes et la rendre très attractive. Et ça vaut combien Je dirais 80 € le gramme à peu près. Il faut combien pour déjà, un gramme? Un gramme, là, vous avez déjà pas mal. Ça me dure combien de temps? Ça me dure une journée? Je ne pourrais pas vous dire non, exactement. Mais un consommateur lambda, il peut faire plusieurs doses avec un gramme. Voilà, mais je veux dire déjà 80 €, c'est cher. Ouais, et cannabis, c'est quoi, 10 €? 10 € à peu près. 10 € ouais, c'est ça. Ouais. Mais par contre, on s'aperçoit que les mêmes qui vendent du cannabis sont en train de vendre maintenant de la cocaïne. Et ça, c'est un problème. Ouais. Voilà, c'est un gros problème. Et donc, dans les saisies généralement des go-fast, on trouve dans les voitures et du cannabis et de la cocaïne. Ça, c'était le premier point, et c'est peut-être pour ça que le ministre en a fait référence. Oui, mais bon, par rapport à ces députés qui font une loi sur le cannabis et qui nous parlent de cocaïne, je trouve... j'ai trouvé ça très incongru. Ça hors sujet. Hors sujet, oui. Et même très désobligeant, parce que les députés qui ont fait ça, puis la commission parlementaire, c'est pas des rigolos, c'est pas des consommateurs, et ils ont travaillé. Hein. Bon. Alors, ce que je trouve qui est dommage en France, c'est que je rencontre souvent des médecins, parce que je suis policier formateur anti-drogue, je discute avec eux de ce problème, et il n'y a pas de véritable étude en Europe, vraiment, avec un collège de médecins. Oui. Pas des pour et des contre, un collège de médecins pour se rendre compte quel est l'impact, par exemple, sur la santé du cannabis. On en connaît déjà certaines choses, comme quand on a des bouffées délirantes et autres, ou alors également quand des personnes qui peuvent développer des pathologies psychiatriques. Oui. Notamment chez les jeunes, hein, parce que le cerveau n'est pas encore complètement formé, donc les dégâts sont plus importants que c'est quelqu'un qui a 30 ans. En sachant que la majorité pour le cerveau, c'est 21 ans et pas 18 ans. Et ça pose une réelle question sur les dommages que l'on peut avoir sur le système nerveux central avec une consommation, on va dire, régulière de cannabis. Il faut penser également que les mineurs seront mis dans la boucle, parce que si on légalise, qu'est-ce qu'on fait des mineurs? Parce que, vous l'avez dit tout à l'heure, l'expérimentation se fait maintenant au collège, pas tous, hein. L'âge moyen c'est 17 ans en Europe, on est dans la norme, et en termes d'expérimentation, la France n'est pas forcément la première. Je vais vous donner un pays par exemple, alors ça c'est des chiffres, l'Office français des drogues et des toxicomanies, c'est la Lettonie. Alors moi ça m'a étonné, la Lettonie en termes d'expérimentation, c'est eux qui sont au top du top au niveau de l'Europe. Voilà. Nous, on est toujours dans le plan de tête, de toute façon. Ça, c'est sûr et certain, vous avez raison. Et quand on regarde ça, on peut se poser la question sur nos jeunes. Parce qu'on voit avec le tabac, on voit avec l'alcool,
On voit nos buralistes qui ne demandent pas de pièces d'identité, parfois, pas tous, hein, je ne mets pas tout le monde dans Oui, le il y a des gens qui font leur boulot. Même dans les rayons, l'alcool, il y a des jeunes qui achètent des bières et autres. On peut se poser la question, si on libéralise en quelque sorte le cannabis, quel sera le contrôle? Parce que tous les pays qui l'ont appliqué, par contre, ont des lois extrêmement sévères envers ceux qui vendent le cannabis. Je prends les États-Unis, un exemple. Les États-Unis, quel État? La Colombie? le Colorado. Le Colorado, oui. Colorado, si vous vendez à un mineur, mais vous partez en prison directement. Alors je peux vous croire qu'on va vous la demander. La carte. La carte. C'est systématique. Il y a un juge, il est là, la loi c'est ça, boum, vous partez. C'est un autre système judiciaire, on est d'accord. Hein. Et pareil pour l'alcool ou le tabac. On ne vend pas d'alcool à un mineur, sinon vous partez en prison. Si vous arrêtez un mineur ivre sur la voie publique et qui lui dit je l'ai acheté à tel endroit, on va chercher le commerçant et il part en prison. Et donc c'est efficace. C'est pour ça qu'aux États-Unis, c'est réglementé, mais c'est réglementé sévèrement et appliqué. En France, on a une autre idée. En France, vous savez, c'est le pays des droits de l'homme, des libertés. Effectivement, on sait qu'on est sur des produits comme ça, comme l'alcool et le tabac, c'est réglementé, on est d'accord. Et bien sûr, on n'a pas le droit, vous savez, dans les bars, vous avez marqué protection des mineurs, on n'a pas le droit. Par contre, c'est vrai que vous allez dans les terrasses, vous allez voir des jeunes de moins de 18 ans qui boivent de la bière, et le tenancier de bar ne sera jamais inquiété. Voilà. Donc, maintenant, on peut se poser la question, si on libéralise le cannabis, comment vont se comporter les gens qui vont le vendre? Est-ce qu'on aura des lois sévères? Est-ce qu'on les appliquera? Tout ça, ce sont des interrogations qui sont là. Et c'est la culture française, en quelque sorte. Puisque déjà, avec des drogues réglementées, on a du problème. Enfin, celles qui sont déjà réglementées. Comment on fera plus tard avec le cannabis? Alors, dans le projet de loi des députés, des 5 députés, hein, la vente du cannabis était dépendante de l'État. Et dans des centres identifiés où ces jeunes pourraient rencontrer des psychologues pour ces jeunes ou moins jeunes, hein, parce qu'il y a des fumeurs du cannabis qui ont commencé à 14 ans et qui ont 60 ans, et donc ils pourraient rencontrer des médecins. Voilà, et surtout, c'est le fait qu'ils ne vont pas dans les banlieues où c'est dangereux. On a eu récemment des morts de jeunes adolescents, et on a eu même un de vos collègues qui est mort lors d'un simple contrôle. Jamais on n'aurait vu ça il y a 10 ans. Là, ils contrôlent. C'était pas un gros caïd, c'était un simple... Oui, c'est un fait Avignon, mais vous savez, on peut prendre la région, là. Au Creusot, l'an dernier, il y a eu un règlement de compte. À Monceau aussi, non? À Creusot-Monceau, oui. À Dijon. La nuit dernière, donc, à la Fontaine-Douche, le quartier de Dijon, on a tiré à la Kalachnikov, on a blessé une personne. Donc, en fait, c'est ce qui se passait à Marseille, aujourd'hui, on l'a un peu de partout. Voilà. Mais un policier qui se fait tuer par un simple dealer armé, hein, bon, c'est quand même rare, qui se fait tuer parce qu'il se fait contrôler. Enfin, c'est quand même impensable, et ça montre une progression de la violence dans notre société. Ah ben, ça c'est sûr et certain, mais quand on n'est pas sûr de la peine, vous voyez, en fait, il faut faire peur peut-être aux délinquants. Quand on est sûr de la peine, c'est sûr que ça peut être dissuasif. Quand on voit, nous, policiers, quand on arrête souvent des délinquants, je ne parle pas des criminels, hein, des délinquants, et parfois on les arrête plusieurs fois pour le même fait, et qu'on a eu, dans le passé, plusieurs rappels à la loi. Ce qu'on appelle les rappels à la loi, c'est des rien du tout. Ça m'est arrivé en tant qu'officier de police judiciaire, par exemple pour la fête de Chalon dans la rue. 3 fois, même semaine, pour les mêmes faits, j'ai eu un rappel à la loi à chaque fois. Voilà. Donc, au bout d'un moment, vous dites stop, quoi. Oui, voilà, ça sert à rien. Et puis, le gars, quand on l'arrête, il rigole. Il sait que ça va se passer pas bien. Oui, c'est pas agréable. Hein, c'est pas agréable d'avoir une paire de menottes, de venir au commissariat, de perdre son temps. Mais c'est nous qui perdons le temps. Et on ne rend pas service à la société. Et on ne rend pas service aux habitants de Chalon. Voilà, on nous voit. Et puis, les gens qui sont agressés, ils voient leur agresseur dehors à bout de 5 minutes. Oui, parce que 5 minutes, c'est pas 5 minutes. Hein. Parce que le problème de la vente du cannabis et des autres drogues, c'est non seulement le problème médical, le problème aussi... Alors, vous avez parlé du Portugal. Je voulais justement rebondir. Le Portugal, au départ, c'était pas contre le cannabis. Au départ, ils ont été très cool avec l'héroïne en 1970. Et donc, les 10 premières années, ce qu'ils ont fait, ils se sont vraiment axés sur les soins. Voilà. Prendre les soins, parce qu'il y avait beaucoup de morts. Hein. L'héroïne, c'est effroyable également. On ne fait pas de vieux os quand on est consommateur d'héroïne. Ils ont réussi pendant 10 ans.
Ils ont stagné, en fin de compte, ils se sont aperçus qu'ils ont stagné la consommation de cannabis, et par contre, ça fait diminuer les incidents à l'héroïne. Mais les 10 années suivantes, qu'est-ce qui s'est passé? C'est augmentation des morts par overdose, et après, explosion de la vente de cannabis. Voilà. Ça, c'est le test du Portugal. Alors, ils ont choisi une autre voie, eux, mais on s'aperçoit, vous voyez, avec le temps, on peut déjà en discuter. Alors, il y a des côtés positifs et des côtés négatifs. En France, on ne l'a jamais fait. On discute de rien. Voilà. Qu'on pose les choses sur la table, qu'on discute, qu'il y ait un collège de médecins, comme je vous ai dit, on parle, le côté positif, le côté négatif, parce que la santé, c'est le bien-être social, c'est le bien-être mental, c'est le bien-être physique, c'est ces trois choses-là. Voilà. Et on l'oublie souvent, hein. La santé, c'est pas simplement être en bonne forme, c'est tout. Quand on n'a pas d'argent, on mange mal, par exemple. Et si on mange mal, ben, la santé... Si on mange mal, au niveau de la santé... Parce que quand on a le RSA, les 5 produits biologiques, voilà, bio, les 5 voilà. légumes bio, etc. Oui, bien sûr, hein, avec le RSA, on va acheter 5 produits bio. On se fout de la gueule du monde, là. Hein. Alors, malheureusement, il n'y a eu que le côté économique. Tous ceux qui l'ont légalisé ont vu que le côté économique des choses. C'est vrai que ça rapporterait des milliards à l'État. À l'État. On sait que le trafic de stupéfiants amène surtout le luxe en France. Et c'est pour ça que certains économistes demandent que les stupéfiants, enfin le bénéfice des stupéfiants soit rentré dans le PIB. Oui, tout à fait. Incroyable. Mais parce que oui, effectivement, ça génère tellement d'argent. Ouais, c'est des sommes énormes. Hein. C'est pas 10 euros, c'est des milliards. Hein. Je vais vous dire, à ce que je sache, le meurtre n'est toujours pas légalisé. Et même si on part en prison, parfois avec une réclusion criminelle à perpétuité, ça n'empêche qu'il y aura toujours des meurtres. Oui. Voilà. Après, bon, les chiffres du Portugal et du Canada, la légalisation encadrée par l'État, avec tout ce que ça veut dire autour, montre que 70% à 80% du trafic dans les banlieues est parti dans les lieux officiels, donc il reste 20% de trafic. Alors moi je pose la question, si demain on légalise le cannabis, est-ce que vous pensez sincèrement que nos petits caïds de banlieue vont rester assis sur leur chaise, ils vont trouver des dérivatifs, ils vont trouver d'autres moyens, peut-être amener d'autres produits plus forts, puisqu'on a vu une augmentation du taux de THC, donc c'est la substance psychoactive qui permet... Oui, on est passé à combien? On est passé à des taux élevés. Hein. Alors, pour vous dire, les années 70, quand la loi est parue, c'était 4%. 4% maintenant, alors, pour ceux qui nous regardent, on peut comparer ça avec l'éthanol et l'alcool, c'est-à-dire boire une bière à 4% et boire une bière à 12 whisky à 40%, on voit, voyez, pour la même dose, même dose, 33 centilitres, on va dire. Et donc, ce qu'il y a, c'est que le cannabis, aujourd'hui, il arrive à 12%. Donc 3 fois plus pour fort. Pour l'herbe. Pour la résine, on est à 28%. Ah oui, c'est pas plus fort. Et pour l'huile, parce qu'on a de l'huile qu'on peut fumer, à 60%. Voilà. Ce dont nous, on a peur, policiers, c'est que demain, si on légalise, les trafiquants vont s'adapter et vont vendre des produits plus addictifs, plus agressifs, plus forts, et moins cher, et peut-être moins cher, et pour attirer, ça c'est un risque. Voilà. Après, les produits, les études montrent que les produits qui sont actuellement vendus sur les milieux illégaux, c'est des produits coupés avec de la merde, c'est-à-dire qu'il y a des désherbants, il y a pas tous, mais il y a eu des études faites. Voilà, on trouve du désherbant, on trouve tout ce qui est. Alors là, fumer du désherbant, c'est un peu compliqué. Mais c'est vrai que bon, il faudrait vraiment en discuter, faire pas un Beauvau parce que ça ferait police, pas, je sais pas, je sais pas, un Grenelle ou un... tous les acteurs de santé déjà, mais aussi sociaux. Ouais, c'est vraiment une étude, parce que nous, comme je vous l'ai dit, les policiers, nous, on n'est pas là pour juger les lois, nous, on est là pour les faire appliquer. Mais vous avez une expérience, vous, c'est-à-dire que... L'expérience, ce que je peux vous dire, c'est que ça amène pas mal de misère, et on commence à le comptabiliser, parce que bien avant, on n'avait pas les tests pour savoir si maintenant, on sait. Maintenant, on va sur les accidents de travail, par exemple, les officiers de police judiciaire se déplacent sur une chute d'un comment dire, pas d'un escabeau, sur des chutes ou des gens qui se coupent avec des machines-outils. Les patrons sont mis en accusation s'ils ont des torts, mais ce que nous on recherche, c'est des preuves s'ils sont sous emprise de cannabis ou d'alcool ou des deux ou d'autres substances ou des deux. Et voilà, oui, c'est vrai que vous avez raison, il y a une polyconsommation. Au niveau des accidents de la route, souvent les gens ils ont bu puis
ils ont fumé. Voilà, quand ils font la fête, déjà il y a le tabac pour fumer de l'herbe, hein, comment dire, le cannabis et souvent de l'alcool. Puis parfois du LSD, puis d'ecstasy. Voilà. Donc on se retrouve avec un cocktail détonnant, avec des gens qui sont sur la voie publique, qui malheureusement tuent. Et d'ailleurs, vous savez, la loi elle a évolué, je crois, en 2003. C'est M. Perben, qui était ministre de la Justice, ancien maire de Chalon-sur-Saône, qui a dit la loi Perben, mais Marlou, au nom de cette petite fille je crois, de 11 ans, qui a été tuée dans un accident de la route en 2003. Et c'était un fait divers qui avait marqué vraiment la population à l'époque. Et le ministre Perben avait décidé d'instaurer dans la loi contre les stupéfiants le dépistage maintenant. Voilà. Obligatoire. Dès qu'il y a d'accident, voilà. il faut dépister. Tout à fait. Alors vous citiez par rapport à la légalisation, les trafiquants, eux, c'est leur... C'est leur fonds de commerce, hein, et c'est un beau, alors pas pour les petits dealers, hein, mais pour ceux qui, à la tête, c'est un gros fonds de commerce. Donc ils vont pas se laisser faire, ils vont peut-être donner des produits plus forts ou des produits moins chers, etc. Puis aussi, bon, le fait, on prendra l'exemple de 2005, la banlieue qui est à feu et à sang, et 15 jours d'état d'urgence. Au départ, c'est notre ministre de l'Intérieur, Nicolas Sarkozy, qui dit je vais vous débarrasser au Karcher de tout ça. Bon, il avait sûrement oublié que avoir un Karcher, c'est bien, mais avoir de l'eau pour mettre dans le Karcher, c'est encore mieux. Donc ça veut dire quoi? Les dealers, ils ont dit ok, tu veux nous attaquer? Eh ben, on va foutre le feu à la banlieue. Et ça, il a fallu quand même 15 jours avant d'arriver. De cette époque-là, je ne suis pas sûr que c'est réellement que les paroles du ministre de l'Intérieur. Mais c'est tout un contexte. C'est tout un contexte. Mais c'est une allumette un petit peu quand même. Bien sûr, quand c'est difficile dans les banlieues, il y a eu des interventions extrêmement musclées à cette époque-là, mais vous savez, c'est rien du tout par rapport à ce qui s'est passé. Rétrospectivement, quand on regarde ce qui s'est passé en 2005, c'était déjà assez important. Et quand on voit les violences urbaines qu'il y a eu ces dernières années, on est largement au-dessus en termes de violence et en termes de nombre d'actions violentes. C'est incroyable. Je ne sais pas si les gens ont réalisé vraiment, mais avec la vague Gilets jaunes, où l'action était complètement dévoyée par certains. Ah oui, par des gens, par des terroristes urbains non religieux, hein, qui sont là pour des casser. Gens alors tout ce que demandaient les Gilets jaunes au départ, c'était un peu d'écoute et puis surtout des points bien précis. Je me souviens au départ, c'était l'augmentation des taxes de l'essence. Et là, on voit l'essence à 2 €. Voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gens aujourd'hui, ce sont des professionnels du trouble, des violences urbaines, qui sont là, qui à chaque occasion, et on le voit par exemple sur Dijon, à chaque occasion, ils sont là, c'est tous les Black Blocs, ils sont là pour faire dégénérer les situations entre les forces de l'ordre, entre les citoyens qui ont une liberté de manifester, et qui est une liberté fondamentale. J'en profite d'ailleurs pour dire que s'il y a des CRS et des gendarmes mobiles à ce moment-là, c'est parce qu'il faut faire respecter ce droit et c'est protéger les manifestants qui ont le droit de dire ce qu'ils ont envie de dire et dans la légalité. Alors on est passé un peu pour ces gens-là, pour ces Black Blocs, des jeux vidéo, au lieu d'être dans la vidéo, on est dans la réalité. Comme ça, c'est encore plus sympa. On joue avec la vie humaine. Oui, la vie humaine déjà des citoyens, des policiers, et puis aussi ils cassent tout. Et puis les commerçants qui sont à côté et qui n'ont rien demandé. Alors après la vague des Gilets jaunes, après la Covid-19 où certains établissements ont dû fermer, on a vu, donc c'est extrêmement compliqué. Et effectivement, tout ça, ce sont des débats sociaux. Nous, les policiers, on est juste là. Souvent, mes collègues me disent, on est les éboueurs sociaux. Alors, c'est pas joli, ça. Oui, c'est pas joli. C'est pas joli parce qu'en fin de compte, on va sur des conflits qui ne regardent pas la police, souvent. C'est pas à nous de régler tous les conflits. Oui, les conflits entre l'homme et la femme. En quelque sorte, on n'est pas là pour ça. Et malheureusement, on est là parce qu'on est les derniers acteurs. Et souvent, quand les gens ne savent pas quoi faire, même des fois, quand ils ne connaissent pas l'horaire du train, ils font le 17, ils appellent la police. Enfin, ça fait rigoler, mais c'est pour vous dire, c'est parce qu'au fin de compte, peut-être qu'ils n'ont pas d'autres personnes à qui parler. Puis surtout, je pense qu'il y a 15 ans, 20 ans, les conflits entre mari et femme, ça existait, mais maintenant, il y a la violence, il y a même le meurtre. Ça a aussi évolué. Plus ou moins existé, mais aujourd'hui,
comment dire, c'est encore plus marquant parce qu'on en parle, voilà, tout simplement. Oui, il y a les médias. On en parlait aujourd'hui. Voilà. Alors, comme vous disiez aussi qu'il y avait des spécialistes du désordre, hein, mais il y a aussi les spécialistes des fake news, hein, et qui sont organisés. Hein, c'est pas des rigolos, c'est pas. Ils sont organisés, c'est bien structuré, et c'est le problème de notre société française, mais d'autres sociétés, c'est que les gens, ils croient n'importe quoi. C'est sur leur téléphone mobile. Et voilà, puis après, ils cherchent, c'est l'engrenage un peu comme le cannabis. C'est ce qu'on appelle la dictature de l'image. Voilà, c'est la dictature de l'image, alors, non sourcée, non légitimée. Qui est cette personne qui me parle, et de quel droit elle me parle, et voilà, c'est comme si vous me parliez, voilà, vous n'êtes pas médecin, vous me parlez de médecine, du cancer du sein, voilà ce qu'il faut faire. Bon, si vous n'êtes pas légitime, voilà, vous avez beaucoup moins de normalité d'être présent. Donc, voyez, donc on est dans des problèmes de société quand même importants. Et moi, mon regret en tant que journaliste et en tant que citoyen français, c'est qu'on est dans un pays où on parle beaucoup, mais ça débouche sur rien. Voilà, on fait des Beauvau, des Grenelle, on fait des Ségur, on fait des je sais pas quoi. Et on voudrait bien, les citoyens voudraient bien que ça soit appliqué, et que lorsqu'on fait une loi et qu'on ne l'applique pas, eh ben on change la loi. La loi, c'est si on dit on fait une loi puis on se rend compte qu'on ne peut pas l'appliquer parce qu'il n'y a pas assez de policiers ou il n'y a pas assez de places de prison, ben on dit on trouve une autre loi, parce que la loi, elle est faite pour être appliquée. Si elle n'est pas appliquée, ben les gens après ils font n'importe quoi. En tout cas, le conseil que je pourrais donner en tant que simple policier et puis syndicaliste, c'est quand on veut faire bouger la loi, il faut argumenter. Il ne faut pas rester que sous le côté financier du cannabis, ce que ça rapportera à l'État, parce que aussi la santé a un coût derrière. Je pense qu'il faut vraiment, si des députés veulent aller vraiment dans ce sens-là, qu'il y ait un travail de fond sur le sujet, avec tous les acteurs. Tous les acteurs. La sécurité, la santé, comme je parlais. Et après peut-être que ça passerait. On souhaite tous, vous et moi, on souhaite ce débat entre tous les partis, mais même avec les gens qui sont les consommateurs, parce qu'ils essaient d'en sortir. Bon, vous parliez de l'héroïne, sortir du cannabis, c'est quand même pas trop compliqué. L'héroïne, quand on est dedans, on a vraiment du mal. Moi, j'ai connu quelqu'un qui était consommateur, il s'en est jamais sorti. Hein. Vous savez, alors c'est pas moi qui le dis, il y a beaucoup de jeunes qui sont vraiment dépendants du cannabis. Et c'est un désastre parce qu'ils ont gâché leur année d'études. Il y a eu 2-3 bouquins de gens qui ont réussi à se sortir du cannabis, qui sont devenus médecins. Je connais un garçon qui est devenu médecin, mais il a perdu pendant des années d'années d'études parce qu'il était bouffé, parce qu'il faut savoir que le cannabis, ça amène un syndrome qu'on appelle le syndrome amotivationnel, c'est-à-dire que vous perdez une envie, de la motivation, ça change votre humeur, ça change vos rapports par rapport à vos parents, vos frères et sœurs, à vos amis, et ça on ne le dit pas assez, et quand on tombe dedans, on peut être dépendant. Et quand on est dépendant de quelque chose, vous savez comme moi qu'on est prisonnier et on a du mal à s'en sortir. Voilà. Donc ça, c'est extrêmement compliqué. On ne le dit pas assez parce que c'est l'OMS qui ne le dit pas, le policier. Il n'y a pas des drogues douces et des drogues dures. Il y a des drogues. Voilà. Ils ont tous leur principe actif et ils ont tous des conséquences sur la santé. Alors mon souhait, moi, c'est que les drogues, toutes les drogues, l'alcool en premier et le tabac soient au même niveau. C'est-à-dire que si le cannabis tue très peu de monde, sauf un policier et parfois des dealers, il a un impact sur la santé. L'alcool, c'est 40 000 morts, le tabac, c'est 70 000 morts. Donc, ayons la même position, la même fermeté par rapport à ce qui tue nos citoyens. Et bien sûr, interdire l'alcool en France. Par contre, là, je peux vous dire que si maintenant, si vous commettez un crime ou un délit sous l'effet de l'alcool, c'est aggravant. C'est aggravant, c'est aggravant. C'est prévu par la loi. Avant, c'était dégravant. Avant, on disait, il ne savait pas ce qu'il faisait. Oui, il avait bu. Il avait bu, on ne savait pas. Maintenant, la loi a changé quand même depuis un certain temps, et c'est aggravant. Je vous donne, ne serait-ce qu'une conduite en état d'ivresse, maintenant, il y a des chances que vous puissiez, en cas de récidive, en prison. Pour le coup, vous allez y aller. Si vous avez un accident corporel grave de la circulation, si vous avez bu, il y a des chances que vous partiez en prison. Voilà. Alors que quand vous commettez des violences volontaires sur la voie publique, la chance de partir en prison, même si c'est la première fois,
Elle est faible. Elle est faible, voilà. Donc c'est pour vous dire que ouais. pour l'alcool, quand même, Oui. le législateur a Oui. prévu et la justice suit derrière. Lorsqu'il y a un accident, mais pour les gens qui consomment de l'alcool, qui ne conduisent pas et qui détruisent leur vie et leur famille, et qui meurent parce qu'au niveau du foie, ben, ça passe pas. Bon, là on les laisse, on leur permet de mourir. Voilà. Et moi, je pense qu'il faudrait aussi interdire l'alcool en France. En Bourgogne. Alors là, déjà, ça serait terrible. Alors, au niveau des témoignages de jeunes qui consomment du cannabis, nous avons fait à Chalon TV le témoignage d'un jeune de 17 ans qui est intégré, qui est artiste, qui est intégré, qui est brillant. Et lui nous a raconté un petit peu son parcours, son parcours de 14 ans, comment il a été consommateur. Oui. Et ben c'est facile en fait. Il nous a expliqué aussi où est-ce qu'on trouve du cannabis. Le sanctuaire de l'école, rigolons, parce qu'il me dit qu'à l'école, au lycée, on trouve les bonnes personnes qui vous amènent ça presque livraison, etc. Alors ce témoignage, par rapport à l'addiction, ben, il nous a expliqué son addiction, qu'il essayait de la... Voilà, donc c'était un discours construit, c'était un témoignage construit. Donc nous, on appelle à d'autres témoignages. Alors, cette vidéo-là, ben, si vous allez la voir sur le site, vous la verrez, parce que c'est YouTube qui nous héberge au niveau des vidéos. YouTube l'a interdit au moins de 18 ans, alors que nous, on voulait que ça soit écouté par les jeunes. Voilà. C'est comme si quand vous allez dans les collèges et les lycées, on vous dit « Ah, c'est des mineurs, vous ne leur parlez pas de ça ». Bon, donc voilà, donc on regrette. Donc on a mis une bande son parce que nous, on l'héberge. Mais bon, voilà, mais c'est un témoignage très intéressant parce qu'il argumente et là, bon, il explique pourquoi, comment il a commencé. Et parfois, il dit des choses qui sont, on dit, mais c'est pas possible d'en arriver là et c'est pas possible que ce cannabis soit presque dans des distributeurs presque automatiques. Ouais. Et avec la Poste, avec Uber, avec la livraison à domicile, c'est quand même maintenant, on n'est plus autant il y a 30 ans. Oui. Ben Stéphane, merci, on était peut-être un peu long, mais je pense que c'était bien de dialoguer. Ça montre que le dialogue est important et on n'est pas d'accord, mais ben voilà, on s'explique, on discute et on espère qu'un jour, une vraie commission avec pluridisciplinaire discutera, étudiera et prendra des décisions pour le bien-être de tout le monde. Merci et à bientôt. Donc la prochaine émission avec vous, normalement, on peut l'annoncer, c'est sur la police, vous aurez entendu, elle est là pour arrêter, pour déférer devant la justice, mais elle fait aussi de la prévention, elle essaye d'expliquer notamment par rapport aux drogues, elle essaye d'expliquer aux collégiens et aux lycéens les dangers du cannabis et des autres drogues. Donc elle fait de la prévention et bien sûr